Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour traiter l'axe 1, les dimensions politiques de la guerre. Voici la problématique de cette leçon. Dans quelle mesure la nature de la guerre évolue-t-elle dans l'histoire? Voyons d'abord les conflits interétatiques du Moyen-Âge au XXe siècle. Nous allons découper ça en plusieurs phases chronologiques et d'abord les conflits du Moyen-Âge au XIXe siècle. La très longue période portée par le titre est avant tout caractérisée par la permanence des conflits interétatiques. Comme nous l'avions mentionné dans le cours d'introduction, ce type de conflit se caractérise par l'affrontement de deux armées régulières qui dépendent donc de pouvoirs constitués. Ainsi, au Moyen-Âge, la plupart des conflits opposaient des armées seigneuriales. Mais à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, on assiste à l'affirmation des États et à la centralisation des pouvoirs, souvent au sein de monarchies. Cela a une répercussion sur les conflits qui opposent de plus en plus souvent des armées régulières, donc étatiques, et nationales, qui agissent désormais selon des objectifs politiques bien définis. C'est ce changement dans la conduite de la guerre que soulignent des penseurs tels que Karl von Clausewitz. La guerre, continuation de la politique par d'autres moyens de la guerre de 7 ans aux guerres napoléoniennes. Étudions dans un premier temps le modèle de Karl von Clausewitz. Clausewitz est un officier et un stratège prussien né en 1780 et décédé en 1831. Il a théorisé son modèle de la guerre dans son traité de la guerre, ouvrage publié en 1832, donc après sa mort. C'est un ouvrage très dense qui a donné lieu à de multiples interprétations. J'ai déjà expliqué en détail sa théorie de la guerre dans une vidéo dédiée, mais j'indique ici toutefois les éléments d'analyse indispensables pour cette leçon. Tout d'abord, sa théorie de la guerre procède de son statut de témoin du conflit, puisqu'il a lui-même participé aux guerres napoléoniennes en 1812. 3 éléments d'analyse théorique sont à retenir ici. Tout d'abord, il met en lumière le concept de guerre absolue. Précisons d'emblée que même si ce terme est employé pour certains conflits, nous y reviendrons par la suite, pour Clausewitz, il s'agit quand même d'un concept purement théorique. Selon ce concept, la guerre aurait donc pour seul objectif l'anéantissement de l'adversaire par un usage illimité de la force. Nous verrons la notion un peu annexe de montée aux extrêmes plus tard. Or, Clausewitz va opposer à ce concept celui de guerre réelle, qui désigne la menée des opérations dans la réalité. Or, dans la réalité, le conflit, pour Clausewitz en tout cas, est nécessairement limité du fait des circonstances différenciées. Ça peut être des circonstances politiques, climatiques, de l'opinion publique, les circonstances liées aux surprises du terrain, aux imprévus, etc. Selon Clausewitz, cela révèle que la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. Cette phrase très célèbre a souvent été commentée. Pour Clausewitz, la guerre n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir la diplomatie. Rappelons que le terme politique dans sa phrase signifie bien politique étrangère, donc la diplomatie. Intéressons-nous maintenant à l'exemple de la guerre de 7 ans, 1756-1763. Il s'agit d'un modèle de guerre traditionnel ou classique, même si celle-ci a la particularité d'être la première guerre mondialisée. 2 camps s'opposent, d'un côté la Grande-Bretagne, la Prusse, les Portugais et leurs alliés, qui finirent par gagner la guerre, et de l'autre la France, l'Espagne, l'Autriche, la Russie et leurs alliés. Les combats se déroulent à la fois en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. En 1763, le traité de Paris marque la fin du conflit. La France y perd une grande partie de son empire colonial, tandis que la Grande-Bretagne y assure la suprématie navale. Quelles sont les caractéristiques de cette guerre selon la grille de lecture posée par Clausewitz? Il s'agit avant tout d'abord d'une guerre réelle. En effet, elle est menée pour des objectifs politiques qui, une fois atteints, provoquent l'arrêt des combats, d'autant que la phase même de négociation débute avant la fin des combats. On pourrait dire que le politique passe en quelque sorte avant le militaire. De plus, la guerre est limitée par les contraintes matérielles, du fait notamment de l'éloignement des théâtres d'opération, ainsi que par la fatigue des combattants, par exemple. Pourtant, on peut déceler dans cette guerre les prémices d'une montée aux extrêmes. Cette expression est utilisée par Clausewitz pour désigner une radicalisation de certaines formes de conflit. Pourquoi? Tout d'abord car le bilan est très lourd. Environ 700 000 soldats tués et entre 600 000 et 800 000 morts civils. La Prusse va ainsi perdre près de 10% de sa population. De plus, Frédéric II, le roi de Prusse, modifie sensiblement le système prussien, où l'armée tient désormais une place prépondérante, au point que l'on a pu parler d'un État militaire. Nous pouvons poursuivre l'analyse de Clausewitz avec les guerres de la Révolution et de l'Empire.
En 1792, la France révolutionnaire doit faire face à une coalition des monarchies européennes destinée à éviter la contagion des idées nouvelles sur le continent. Ainsi, il s'agit là d'une nouveauté, de la première guerre idéologique, où on s'oppose aux idéaux, au système de valeurs de l'autre. Ici, les idées révolutionnaires contre les idées réactionnaires. De plus, la mise en place de la conscription participe aussi au changement de la guerre, qui devient alors une guerre patriotique avec la mobilisation des citoyens soldats. Les guerres napoléoniennes semblent confirmer la théorie de Clausewitz de la montée aux extrêmes et rendre plus tangible encore le concept de guerre absolue. L'Europe connaît ainsi un état de guerre permanent pendant une vingtaine d'années. De plus, les guerres napoléoniennes se marquent par un coût humain très important. La France compte environ 1 million de morts. Mais elle voit aussi des massacres de grande ampleur, notamment de civils, comme le montre l'exemple des exécutions en Espagne par les armées napoléoniennes en 1808. Enfin, ces guerres touchent l'ensemble de la société. Les combats, les batailles et surtout les victoires font l'objet d'une propagande intense qui participe à la glorification de l'Empire et de l'empereur. Voyons maintenant, dans un deuxième grand point, les guerres au XXe siècle. Tout d'abord, les deux conflits mondiaux. La Première Guerre mondiale est une guerre totale, vous le savez très bien, c'est une guerre interétatique qui se caractérise par la mobilisation de toutes les ressources des pays belligérants, les ressources humaines par exemple, par la mise en place du service militaire et de la conscription, par la réquisition aussi de main-d'œuvre, vous pouvez penser aux munitionnettes dans les industries par exemple ou aux populations des colonies engagées dans les usines européennes. Bien sûr, celle-ci se caractérise par une mobilisation en masse de soldats, mobilisation également des ressources industrielles et financières des États qui s'endettent très lourdement pour la poursuite des combats. Et on peut également parler de la mobilisation des esprits avec la propagande très forte, ce qui a donné naissance dès cette époque à l'expression du bourrage de crâne. Le bilan marque cette fameuse montée aux extrêmes et en fait une guerre absolue, 10 millions de soldats tués et certains historiens avancent l'idée de 9 millions de civils, sans parler bien entendu des destructions matérielles extrêmement importantes. La Seconde Guerre mondiale est quant à elle une guerre d'anéantissement. Pour de nombreux chercheurs, la Seconde Guerre mondiale illustre le concept de guerre absolue que Clausewitz avait voulu purement théorique. De nombreux éléments le confirment. Je vais passer un petit peu plus vite sur cet aspect parce que vous le faites cette année en tronc commun aussi, donc vous pourrez piocher des exemples très facilement. Il s'agit tout d'abord d'une guerre idéologique fondée sur une vision différente du monde selon les belligérants, mais surtout des logiques de totalisation du conflit sont à l'œuvre dans les politiques d'anéantissement qui caractérisent ce conflit. Le recours à la déportation, le recours aux violences de masse, au génocide, alors que l'utilisation de l'arme atomique relève aussi de la guerre d'anéantissement. Étudions maintenant le cas de la guerre froide. Le cas de la guerre froide, un conflit opposant le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est de 1947 à 1991 est un cas particulier. Ce conflit est avant tout marqué par l'impossibilité de conflit direct entre les deux superpuissances du fait de l'équilibre de la terreur basé sur la dissuasion nucléaire. Ce qui a fait dire à Raymond Aron que la guerre froide est une guerre limitée en termes de moyens employés par les belligérants. Sa conception de la guerre froide est résumée dans sa formule restée célèbre: la guerre froide est une paix impossible et une guerre improbable. Notons tout de même que la guerre froide connaît des conflits très violents, tels que la guerre de Corée ou la guerre du Vietnam. Voyons maintenant, en avançant dans le temps, les guerres irrégulières, une nouvelle forme de conflictualité. D'Al-Qaïda à Daesh, l'essor du terrorisme international et transnational. Si le terrorisme est un phénomène ancien, celui-ci a acquis une dimension internationale avec le terrorisme islamique depuis les années 1990. Ainsi, Al-Qaïda, qui signifie la base en arabe, est une organisation terroriste islamique née en Afghanistan à la fin des années 80 et dirigée par Ben Laden dans les années 90 et 2000. De même, Daesh, ce qu'on a pu appeler l'organisation de l'État islamique, est plus récente. Elle est née entre l'Irak et la Syrie dans les années 2010. Si l'implantation et les moyens sont parfois différents, la logique de déstabilisation des sociétés et des démocraties occidentales est semblable à toutes les organisations terroristes islamistes. Elles adoptent ainsi des techniques d'attentats, de masse ou plus ciblés, qui font entrer la lutte contre le terrorisme dans le domaine des guerres irrégulières ou asymétriques. L'année 2001 marque une rupture dans les relations internationales et dans la géopolitique du monde. Le 11 septembre, les États-Unis sont touchés
par une série d'attentats terroristes, l'organisation terroriste Al-Qaïda a monté une organisation meurtrière impliquant le détournement de 4 avions de ligne. Les tours jumelles du World Trade Center, symbole de la puissance américaine, s'écroulent alors. Le bilan est très lourd, plus de 3000 victimes. Or, ces attentats sont un véritable traumatisme pour les États-Unis et pour le monde entier, qui découvrent que le terrorisme international peut frapper aveuglément un grand nombre de civils. Depuis 2001, les attentats se succèdent en Europe, Madrid en 2004, Londres en 2005, Paris en janvier et novembre 2015. Par ailleurs, les groupes terroristes augmentent leur influence au Mali, en Syrie, en Irak. C'est dans ce contexte que le groupe Daesh a mis en place une nouvelle stratégie en revendiquant un territoire, ce qu'il a appelé le Grand Califat. Mais au-delà du cas du terrorisme international, on assiste aujourd'hui à la multiplication des conflits asymétriques. Ce type de conflit est notamment caractérisé par une opposition entre une armée conventionnelle et des mouvements de guérilla, c'est-à-dire des actions militaires ou paramilitaires ponctuelles. Cette nouvelle forme de conflit s'explique essentiellement par la faillite de certains États où l'armée nationale et régulière se montre incapable de maintenir l'ordre et de protéger les populations. Dans ce contexte, les guerres civiles, aussi appelées les guerres intra-étatiques, sont aujourd'hui le type de conflit le plus répandu. Il s'agit de conflits dans lesquels des groupes de population d'un même pays s'opposent, le cas le plus typique étant celui d'un gouvernement central opposé à un ou plusieurs groupes rebelles. C'est le cas par exemple de la guerre civile en République démocratique du Congo, mais également en Syrie ou encore au Soudan du Sud. Dans ce dernier pays, depuis 2003, on estime que le conflit a fait, selon l'ONU, 2,5 millions de déplacés et plus de 300 000 morts. Or, la montée en puissance des guerres asymétriques ou des guerres irrégulières a provoqué l'émergence de nouveaux acteurs de la guerre au-delà du rôle traditionnel des États ou des coalitions d'États. Ceux-ci recourent par exemple à des sociétés militaires privées composées de mercenaires qui louent leurs services à des États en tant que force supplétive. On peut citer bien sûr la société américaine Blackwater ou encore le groupe de mercenaires russes Wagner. De plus, les conflits intra-étatiques ont vu la prolifération d'acteurs non conventionnels tels que des milices, c'est-à-dire des groupes aux contours très flous et mouvants, dirigés parfois par un seigneur de guerre, des groupes rebelles donc constitués de combattants non affiliés à un État et qui en contestent l'autorité. Aujourd'hui enfin, les nouvelles formes de cyberguerre multiplient encore les acteurs et les types de conflits. Il s'agit de la multiplication d'attaques informatiques ou même d'espionnage par le biais de terminaux connectés au réseau mondial de l'Internet. Elles sont autant le fait de cybersoldats employés par les États que de groupes de hackers. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère que c'est plus clair pour vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.